je vais faire ma transition pour Abdelmalek Alaoui, qui se demande bien ce que je vais pouvoir raconter maintenant et qui commence à avoir peur. On stigmatise la mondialisation en disant qui dit mondialisation dit finance. Donc on voit émerger le fantasme des années 30, le financier riche et apatride. Et on a juste oublié une chose, c'est qu'il y a une mondialisation culturelle qui est là, qui est beaucoup plus importante, qui s'appelle Internet. Et Internet, sans Internet, il n'y aurait pas eu le printemps arabe. Et dans le printemps arabe, globalement, en plus qu'on appelle à tort le printemps arabe, il suffit de voir la façon dont la blogosphère russe s'organise aujourd'hui. Le printemps arabe, la jeunesse arabe, elle a aussi pris position ou pris appui sur une jeunesse pas forcément arabe, mais occidentale, en tout cas en Europe. Et est-ce que c'est pas ça le sujet? Est-ce qu'on parle pas de trucs de vieux au final, Arnaud? Dépassés, qui ne parlent plus à la génération des digitaux natifs. Et donc là, j'ai passé la parole à Abdelmalek Alaoui, donc qui a suivi de très près ces mouvements-là. Et est-ce qu'on n'est pas justement en train d'observer la naissance d'un nouvel exercice démocratique auquel l'État-nation ne sait plus répondre? 4 minutes. Hein. Bien. Peut-être pour vous donner un aperçu de comment est-ce que les choses sont vécues au sud de la Méditerranée, nous avons eu des élections législatives très récemment au Maroc et nous avons eu le ministre de l'Intérieur qui arborait un sourire des grands jours lorsqu'il a annoncé à la presse internationale que la participation était de 45%. Je pense que c'est révélateur de ce qui est en train de se passer, du véritable fossé qui est en train de se creuser. Mais l'autre réalité, c'est que ça fait 50 ans que le Maghreb vote. Il a voté avec des scores soviétiques, il a voté avec des 85% de participation, où il y avait 600 observateurs internationaux mandatés par la CE à l'époque, qui disaient que les élections étaient tout à fait transparentes. Je pense que la liberté est d'abord dans le cerveau. On peut avoir le droit de vote et ne pas être en capacité de pouvoir assumer le choix politique que l'on va faire lorsqu'on va déposer le bulletin dans l'urne. Je pense que la véritable révolution, elle est dans la pluralité pour l'accès à l'information. Et on l'a vu récemment, lorsque, dans des tentatives qui confinaient parfois au burlesque pour Kadhafi, qui utilisaient des techniques de propagande informationnelle pour Ben Ali lorsqu'ils ont essayé de rattraper cette génération en faisant des discours. Je voudrais quand même rappeler que la TCE, l'Agence tunisienne de communication extérieure, a utilisé 2000 personnes au plus fort du printemps arabe pour essayer de contrer la révolution qui était en train de se dérouler sur Facebook. La véritable question pour nous maintenant, et au vu des événements qui sont en train de se passer en Europe, c'est la question de notre accrochage au monde latin. Et notre accrochage à une Europe qui est en crise de croissance et en crise d'identité. Et l'on voit les irrédentismes qui sont en train de revenir sur des sujets, les étrangers. Si on devait faire une analyse sémantique des grands médias français, qu'ils soient de droite ou de gauche, on voit revenir le vote des étrangers. Est-ce qu'ils sont véritablement légitimes? Est-ce qu'ils sont vraiment français? Et vu du Sud, parce que vous savez que nous avons une relation passionnelle avec vous et que nous connaissons aussi bien que vous la politique française, qu'on la regarde avec envie parfois et admiration, là on se retrouve dans une situation très compliquée parce que là où on cherche de la cohérence et là où on cherche de la transparence, on n'en trouve pas. On est en train de regarder maintenant l'Europe, on est en train de regarder ces sommets auxquels, vu du Sud, encore une fois, on ne comprend plus rien. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Si même ceux qui étaient censés être les ouvreurs de pistes et qui nous ont abreuvés de documents sur la politique de voisinage, sur la promotion de la démocratie, l'amélioration de la gouvernance, ne sont plus capables de se réguler, quel est le modèle vers lequel nous devons nous diriger? La tentation du repli n'est-elle pas une solution? Et je ferai remarquer, peut-être à l'assistance, c'est que toutes les révolutions arabes se sont toutes tournées vers des hommes du passé pour faire la transition. En Tunisie, elles ont pris Ranouchi, elles ont pris Mbaza. En Libye, elles ont pris Mustafa Abdel-Jalil, qui était l'homme de l'emprisonnement des infirmières bulgares. En Égypte, elles ont pris le maréchal Tantawi. Et vous ajoutez à cela un autre élément dans la matrice, c'est que le péril vert est venu juste après. C'est-à-dire que ceux qui étaient les mieux organisés, ceux qui étaient dans la clandestinité, ceux qui étaient habitués à vivre à l'ombre du pouvoir et à être en antagonisme avec lui, ont été ceux qui en ont cueilli les fruits.
Alors évidemment, il y a des gens qui trouvent ça sympathique, qui disent c'est le modèle turc, c'est formidable, etc. Pour une grande partie de l'opinion publique au sud de la Méditerranée, il y a quand même, je veux dire, des interrogations. Il y a quand même des gens parmi ces franges qui parlent de couper la main aux voleurs, et qui ont une idée sur les femmes très particulière. Donc le vote, aujourd'hui, au sud de la Méditerranée, pose d'abord la question de la responsabilité.